Bonjour à tous. Mon nom est Martin Noël. Me fait plaisir d'être avec vous donc pour cette série sur la négociation des options en collaboration avec la Bourse de Montréal et le site lesoptions.com. Dans le cadre de cette série de trois webinaires, nous allons débuter par les options, concepts fondamentaux. Donc, nous allons asseoir les connaissances sur les options qui vont nous permettre de mettre en place par la suite la matière qui sont en relation avec la négociation des options. Donc, qu'est-ce qui est important pour bien commencer lorsqu'on veut négocier des options? Bien, ce sera notre base, notre assise pour bien commencer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, mon nom est Martin Noël. J'ai en fait, près de 40 ans, donc dans 2 ans, donc 38 ans d'expérience sur le marché des options. J'ai commencé ma carrière sur le parquet de la Bourse en 1983 et donc j'ai fait plusieurs fonctions de négociateur professionnel, mainteneur de marché, spécialiste sur options et aussi j'ai été négociateur indépendant sur le parquet, dans la corbeille des contrats à terme, sur les contrats à terme sur obligations ainsi que sur les acceptations bancaires. J'ai fait des options aussi sur ces contrats à terme-là. Donc, j'ai plusieurs années d'expérience de négociation et ensuite, je me suis joint à la Bourse de Montréal un peu plus tard à titre de responsable des opérations de parquet, donc au niveau des options. Et j'ai eu le plaisir de mettre en place, de contribuer donc à la mise en place de l'Institut des dérivés. Oui, c'est là que j'ai commencé à enseigner les instruments dérivés. Ça m'a permis également de collaborer avec l'UQAM pour devenir enseignant, donc professeur enseignant, chargé de cours à l'UQAM, donc pour différents cours en lien avec les instruments financiers dérivés. Donc, je vais essayer de faire part de vous faire part de mon expérience. Bien sûr, on a la théorie, mais il y a la pratique. Et c'est dans le cadre de ces formations, la théorie, on a accès à beaucoup de théories sur le web, mais c'est important d'essayer de jumeler le côté pratique à cette théorie. Donc bien sûr, je vais, avant de continuer, eh bien sûr, faire le petit avis de non-responsabilité, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait à titre de formation et d'information. Et rien ne saurait être interprété comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toute valeur mobilière. Il est fortement recommandé de consulter vos conseillers fiscaux et financiers avant de faire toute transaction sur les valeurs mobilières. Donc, dans le cadre de cette série sur la négociation des options, nous avons trois webinaires. Chacun des webinaires est enregistré, il sera déposé dans la page du cours, dans lequel vous vous êtes inscrit. Et donc, les vidéos seront archivées, les PDF également, donc vous aurez accès à ces documents, tout regroupé dans ce cours qui se nomme la série sur la négociation des options. Et la négociation, cette série-là, c'est le préambule d'un programme de formation dont je vais vous parler un peu plus tard, mais c'est un programme de formation qui va vous amener éventuellement à faire vos premières transactions sur les options dans le cadre d'une gestion de portefeuille. Donc, ce sera l'utilisation des options là, dans un portefeuille d'options. Comment gérer un portefeuille d'options? Eh bien, ça sera la première partie de ce programme. Donc, la série sur la négociation des options vous est offerte gratuitement. Aujourd'hui, on parle des options, concepts fondamentaux. Ensuite, on va aller voir la semaine prochaine, le 29 avril, quels sont les principes de base qu'on doit posséder pour négocier des options. Et finalement, le 6 mai prochain, on va regarder l'importance d'identifier l'état du marché, puisque on ne peut pas faire de prédiction. Et c'est en fait toute ma carrière sur le parquet, j'essaie de trouver des indicateurs qui auraient pu me permettre de prédire où s'en allait le marché, etc. Finalement, c'est quelque chose on court un peu après sa queue. C'est-à-dire qu'on tourne en rond. À un moment donné, on va arrêter de prédire. Et quand j'ai pris la décision d'arrêter de prédire, tout d'un coup, le stress
le stress s'est en allé. Donc, on va porter une attention particulière sur les éléments psychologiques qu'on doit posséder. Quelle est la vision qu'on doit avoir lorsqu'on négocie des options, mais pas seulement les options, ça s'applique pour toute forme de négociation donc active. Et donc, on va essayer de voir ça ensemble dans le cadre de cette série sur la négociation des options. Et avec ça, on va pouvoir continuer par la suite à évoluer dans notre apprentissage des options et ensuite dans la mise en application de ces concepts-là dans une gestion de portefeuille. Donc, on va commencer maintenant tout de suite avec les options, concepts fondamentaux. Donc, vous pourrez, je vais vous exposer la matière et à la toute fin, on aura une période de questions. Vous pourrez le faire donc par le biais de la conversation, du module de conversation, là, donc dans le chat que vous avez dans l'application Zoom. Donc, voilà, options, concepts fondamentaux. Donc, au départ, nous allons voir les notions de base. On va voir comment sont créées les options, l'exercice et l'assignation, comment ça fonctionne, quelles sont les différences entre les options et les actions, et pourquoi certaines options ont plus de valeur que d'autres. Donc, pourquoi on voit ces différences-là de valeur entre les options. Et nous allons voir brièvement là, comment mettre les options en action. Et donc ici, c'est pas une introduction complète sur les options. C'est plutôt une petite mise en bouche pour expliquer les concepts qui vont être nécessaires pour comprendre la série. Une introduction complète, bien, il y en a une qui suit, qui est de 18 heures, bien sûr, dans notre programme que je vous expliquerai un petit peu plus tard, où là, on va passer à travers toutes les notions importantes des options. Donc, dans le cadre de ce webinaire, c'est une mise en bouche, en fait, une petite introduction sur des notions fondamentales qu'on doit connaître. Donc, commençons par les notions de base. Quels sont les prérequis d'abord pour négocier les options? Bien, on doit avoir une bonne connaissance du marché des actions. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de vouloir tout de suite mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire commencer à faire des options sans se préoccuper du marché, donc de la valeur sous-jacente. La valeur sous-jacente, elle est extrêmement importante lorsqu'on veut faire des options. Et c'est d'abord connaître le marché des actions et savoir comment négocier des actions, bien entendu. Ça va de soi. Donc, je connais bien le marché des actions, je connais les titres sur lesquels je veux faire des stratégies et il faut savoir comment les négocier. Il faut pouvoir avoir un plan, donc un processus d'évaluation et de sélection des titres. Les options, c'est un outil qui nous aide à réaliser des stratégies qu'on veut implanter sur les actions. Et donc, l'option est dépendante de l'action sous-jacente. On ne fait pas des options, on fait des options sur des titres ou des valeurs sous-jacentes. Il faut savoir, bien sûr, quand acheter, quand vendre. Ça aussi. Donc, ça sert à rien d'utiliser les options si, par exemple, on n'a pas de succès déjà dans notre négociation avec des titres. Donc, il faut au préalable, au moins, avoir une approche qui est respectable, avec laquelle on est confortable. Ensuite, on va utiliser des options pour essayer de maximiser ces gains qu'on réussit à aller chercher dans le marché. Eh bien, on va utiliser les options pour maximiser ce potentiel-là. Et donc, c'est pas l'inverse. Donc, si on a une stratégie perdante sur les actions, c'est pas en utilisant les options qu'on va réussir à transformer ça en gain. Donc, faut bien être terre à terre. Donc, vous savez, mon approche, ma philosophie, c'est pas le gain rapide, c'est pas de comment devenir millionnaire du jour au lendemain. Il faut avoir certaines bases pour pouvoir s'assurer de la solidité de notre approche pour pouvoir utiliser ensuite les outils que sont les options. Donc, c'est important de bien connaître quelles sont les différences entre les actions et les options. Donc, d'une part, les actions, c'est un titre de propriété qu'on possède. Donc, là, je possède des actions, je possède ce titre de propriété. Ensuite, eh bien, ce titre de propriété-là me donne des droits. Droit de vote, droit de transférer, donc j'ai le droit de revendre ces actions-là, de les transférer à quelqu'un d'autre. J'ai le droit aux dividendes. J'ai le droit à la valeur résiduelle si jamais l'entreprise ferme
est liquidé, j'ai droit à la valeur résiduelle parce que je détiens ce certificat. Mais quand j'achète un contrat d'option, je ne possède pas le certificat. Il faut bien voir la différence entre les deux. Le contrat d'option me donne un droit. C'est un droit pour acheter ou pour vendre des titres. Je ne possède pas les actions encore et je ne les ai pas encore vendues. Je n'ai qu'un contrat qui me permet soit de les acheter plus tard, soit de les vendre plus tard à un prix prédéterminé pendant une période donnée, donc une période spécifique. Et donc, c'est la principale différence. Donc, si jamais je voulais me prévaloir des droits inhérents à la propriété des actions, eh bien, et que je détiens un contrat d'option d'achat, eh bien, je devrais à ce moment-là exercer ce contrat pour obtenir le certificat et ensuite avoir le droit de vote, avoir le droit de les revendre, avoir droit au dividende ou à la valeur résiduelle. Vous voyez, donc, tant ou longtemps que j'ai le contrat d'option dans les mains, je n'ai pas les actions encore. Donc, ça, c'est important. Il faudra s'en rappeler que y a cette différence-là. Et c'est pour ça aussi, éventuellement, qu'on va parler de l'exercice des options. Mais pourquoi il est important de savoir pourquoi on veut exercer, par exemple, avant l'échéance de notre option. Maintenant, à quoi servent les options? Les options, ce sont des instruments qu'on va utiliser. Ce sont des outils qu'on peut utiliser de différentes façons. Donc, la première façon qu'on a d'utiliser les options, et c'est une des raisons pour lesquelles les options, les instruments dérivés sont si populaires, c'est parce que on a un besoin de se protéger. C'est un transfert de risque. On va les utiliser pour réduire le risque, pour se couvrir. Hein? Donc, c'est un outil de couverture. Le fait que des individus aient des besoins de protection, ces besoins-là vont revenir périodiquement, ce qui fait en sorte que ça alimente le marché, ces besoins d'aller chercher cette protection-là, fait en sorte qu'on a un joueur dans le marché qui va venir de manière périodique et ça amène de l'eau au moulin. Mais les options, bien sûr, qui au départ, est un outil de protection pour fixer un prix d'achat ou pour fixer un prix de vente, eh bien, ça donne l'envers de la médaille aussi parce que quelqu'un peut vouloir tout simplement tirer avantage, prendre des positions haussières, baissières ou neutres, c'est-à-dire qu'il veut tirer avantage d'une hausse, tirer avantage d'une baisse ou tout simplement tirer avantage dans des différentes stratégies qui existent au niveau des options, tirer avantage de la neutralité du marché. Donc, ce qu'on ne peut pas faire avec des actions. Le marché des actions, on peut faire des profits quand le titre monte ou quand le titre baisse, ou on peut perdre quand le titre monte ou quand le titre baisse, mais quand le titre est au neutre, il n'y a pas de changement dans la profitabilité, alors que pour les options, il est possible de tirer avantage de la stabilité des titres. On peut utiliser les options pour générer des revenus supplémentaires, donc parce que on peut acheter des options, mais on peut en vendre. Lorsqu'on vend les options, on reçoit une prime. Cette prime-là, bien, ça peut engendrer des revenus qu'on va garder, mais ça nous expose aussi à certains risques qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Et ça nous permet, dans la gestion d'un portefeuille, de moduler notre exposition au risque du marché au niveau désiré. Donc, si vous voulez augmenter votre risque, vous avez un portefeuille d'actions, mais vous dites, tiens, j'aimerais augmenter légèrement mon risque, mon exposition au risque du marché, parce que je pense que il y a 2 ou 3 titres, d'après les analyses que j'ai faites, ont le potentiel d'augmenter, eh bien, fortement. Eh bien, j'aimerais peut-être mettre 2, 3, 5% de plus dans le marché en achetant des options, par exemple d'achat, pour me permettre de tirer avantage d'une hausse sans mettre à risque l'ensemble de mon portefeuille. Donc, il y a des façons de moduler le risque, notre exposition au risque du marché. Donc, il y a 2 types d'options. On s'en doute, puisque vous avez très certainement entendu parler des options avant aujourd'hui, mais il y a 2 types d'options. On appelle les options d'achat, les options de vente, les calls et les puts en anglais. Donc, les options d'achat qui nous donnent, c'est un droit pour acheter des actions sous-jacentes. Donc, lorsque je détiens ce contrat,
eh bien, il y a des droits et des obligations qui viennent avec le fait que j'ai un statut d'acheteur ou un statut de vendeur sur les options. Donc, quand j'ai un statut d'acheteur sur les options d'achat, que je détiens les contrats, j'ai le droit d'acheter une certaine quantité d'actions. Et c'est un droit et non pas une obligation. Donc, pour les options sur actions, c'est 100 actions ou 100 parts de fonds négociés en bourse que j'ai le droit d'acheter pour chaque contrat que je détiens. Et donc, pour une durée prédéterminée. Donc, il y aura une date d'échéance donc à partir de laquelle j'aurai une décision à prendre. Est-ce que je veux exercer mes contrats, mes options, ou est-ce que je veux les revendre? Même chose pour les options de vente. Lorsque je détiens un contrat d'option de vente, j'ai le droit et non pas l'obligation de vendre des actions. Donc, j'ai le droit de les vendre, même si le prix des actions a baissé, j'ai encore le droit de les vendre à un prix déterminé pendant une période spécifique. Ce qui veut dire que lorsque j'ai une position, la position inverse, je suis vendeur d'un contrat d'option d'achat, comme le détenteur a le droit d'acheter, s'il exerce son contrat, eh bien, c'est le vendeur du contrat qui sera obligé de vendre les actions. Même chose pour l'option de vente. Le détenteur a le droit de vendre les actions, eh bien, le vendeur des contrats d'options de vente va se retrouver dans l'obligation d'acheter les actions que le détenteur du contrat d'option de vente en exerçant, va vendre ses actions et c'est le vendeur des contrats qui sera obligé de les acheter. Donc, il y a des droits et des obligations qui sont fonction du statut de l'acheteur ou du vendeur sur ces contrats. Donc, dans un contrat d'option, il y a plusieurs éléments qu'on doit tenir compte. Donc, il y a la valeur sous-jacente. Donc, ça, c'est le symbole du titre. Donc, BCE, par exemple, ou ABC, donc, si on veut généraliser. Et une date d'échéance qui est inscrite. Donc, c'est la date limite pour exercer le contrat d'option. Il y a le type qui sera inscrit. Donc, on peut voir dans un contrat, on a le symbole de la valeur du titre, on a la date d'échéance, on a le type de l'option, call ou put, P, C ou P. Ensuite, le prix d'exercice ou le prix de levée. Donc, ça vient déterminer les caractéristiques standards du contrat. Ensuite, il ne reste plus qu'à négocier la prime des options. Donc, le prix de levée, c'est le prix auquel le détenteur du contrat peut acheter ou vendre les actions sous-jacentes. Et cette prime, elle est négociée sur le marché. C'est l'offre et la demande qui va déterminer le prix qu'on est prêt à payer ou à vendre les contrats d'options. Maintenant, comment sont créées les options? Les options, elles sont créées, c'est la bourse qui va permettre l'inscription, qui va les inscrire en fonction de plusieurs critères qui vont tenir compte, entre autres, de la liquidité et de la taille et du volume négocié sur les actions sous-jacentes. Donc, il y aura une certaine taille ou certaine capitalisation de la valeur sous-jacente dont on devra tenir compte. Donc, pour ceux qui voudraient connaître la liste de toutes les options inscrites à la Bourse de Montréal, eh bien, je vous invite à aller sur le lien que vous voyez dans le bas de cette diapositive. Vous avez accès à la liste de toutes les options, de tous les titres qui sont sous options. Et c'est la Bourse qui va les mettre à la disposition des investisseurs, bien sûr, en collaboration avec les firmes de courtage qui s'engagent, en fait, les mainteneurs de marché. Pas nécessairement qu'un mainteneur de marché ne travaille pas nécessairement pour une firme de courtage, mais la majorité des mainteneurs de marché qui s'engagent à mettre des cours acheteurs et vendeurs sur les options, sur les séries, eh bien, on doit avoir leur collaboration, donc ils doivent s'engager à le faire, et c'est la demande du public. Donc, plus vous faites des demandes auprès de votre courtier, plus le courtier va faire des demandes auprès de la bourse, eh bien, plus vous avez de chances de voir un titre en particulier, avoir des options éventuellement inscrites à la Bourse de Montréal lorsque tous les critères sont réunis. Donc, les options, une fois qu'elles sont inscrites, elles peuvent se négocier comme les actions, c'est-à-dire qu'elles peuvent être échangées, achetées, vendues en tout temps sur le marché. Donc, il faut faire la distinction entre l'exercice et l'achat et la revente. L'exercice, c'est de mettre fin à la vie du contrôle, de dire, moi, je veux acheter des actions sous-jacentes aujourd'hui ou je veux vendre les actions sous-jacentes aujourd'hui en exerçant soit l'option d'achat ou soit l'option
de vente. Donc, il y a un acheteur de ces contrats, il va payer une prime au vendeur, donc quelqu'un va s'engager à me vendre ce contrat. Donc, le détenteur va avoir en sa possession ce qu'on appelle une position longue et le vendeur aura une position courte. Donc, l'acheteur, on l'appelle aussi le détenteur des contrats. Le vendeur du contrat, on peut l'appeler aussi le signataire des contrats. Et donc, c'est l'équivalent pour ceux qui connaissent les termes anglais, to have a long position ou a short position. Eh bien, c'est la position longue ou la position courte qu'on va obtenir. Donc, quand j'ai une position longue, quand je suis détenteur de contrat, j'ai le droit soit d'acheter ou soit de vendre, dépendamment de si je détiens un call ou un put, une option d'achat ou une option de vente. Quand je suis signataire, donc que j'ai vendu le contrat ou que j'ai une position courte sur ce contrat, eh bien, je contracte une obligation. C'est l'obligation inverse du droit du détenteur. Donc, ici, je vous présente le simulateur de négociation de la Bourse de Montréal qui, en fait, ici, on voit des séries d'options qui sont offertes. Donc, il y a plusieurs marchés disponibles, plusieurs échéances, par exemple, donc ici, ce sont des options qui viennent à échéance, donc en avril 2021, donc le 23, le 30, le 21 mai, le 18 juin. Donc ici, sur les options venant à échéance le 18 juin, vous avez plusieurs prix d'exercice. Vous avez des options d'achat d'un côté, les options de vente de l'autre, et vous avez les marchés, les cours acheteurs et les cours vendeurs que vous voyez donc sur chacune de ces séries. Donc, vous pouvez négocier ces options, donc tout simplement en achetant. Donc, le simulateur de négociation est important puisqu'il vous permet de tester vos stratégies. Donc, vous pouvez tester vos stratégies avant de les mettre en application pour vrai. C'est important de voir quelle est la dynamique qui entoure la négociation des options. Donc, le simulateur de négociation, je vais l'utiliser dans le programme. C'est un programme de 6 mois là, que je mets en place. Donc, dans ce programme-là, on va l'utiliser, le simulateur de négociation, pour faire le suivi de certaines stratégies. Donc, là, une fois qu'on a décidé d'acheter, eh bien, ici, je vous représente un peu ce que vous pourriez retrouver comme billet de transaction chez votre courtier. Eh bien, là, le simulateur nous permet de négocier dans un environnement de prix réel, en différé, bien sûr, de 15-20 minutes, mais c'est avec les données du marché. Donc, si vous voulez acheter des options, eh bien, vous allez sélectionner votre option, vous avez le symbole de l'option. Vous pouvez ensuite changer les échéances si vous voulez, tout simplement par le petit menu. Choisir des prix de levée différents également. Vous pouvez choisir une option d'achat, une option de vente. Et ce qui est important lorsque vous faites une transaction d'options, c'est de déterminer, lorsque vous faites une transaction pour une première fois, vous faites un achat, vous n'aviez pas de contrat, eh bien, vous allez indiquer que c'est un achat d'ouverture. Donc, vous allez acheter votre option. Vous allez ouvrir une position. Maintenant, quand vous allez vouloir la revendre, cette position-là, vous allez faire une vente de fermeture, tout simplement. Donc, j'ai ouvert une position d'achat, mais je vais fermer la position de vente. Donc, je vais fermer ma position. Même chose, si vous vendez, par exemple, un contrat, donc vous vous engagez, mais c'est ce qu'on va appeler une vente d'ouverture. Vous allez ouvrir une vente. Donc, ça veut dire que vous avez une position ouverte, une position courte. Vous êtes signataire sur le contrat. Quand vous allez vouloir fermer cette position-là, il faut faire la transaction inverse, mais vous allez tout simplement faire un achat de fermeture. Et donc, fermer la position. Tout ça, c'est à des fins de comptabilité, d'administration pour la firme de courtage, mais également pour la chambre de compensation qui vient gérer et garantir les contrats entre les firmes de courtage. Donc, il y a un organisme qui vient gérer tout ça. Ce sont des technicalités administratives. Donc, et ensuite, vous allez indiquer la prime que vous voulez payer. Est-ce que c'est un ordre à court limite? Donc, ou un ordre au marché? Donc, petite précision ici, un ordre au marché sur des options, habituellement, ce n'est pas une bonne idée parce que la liquidité est beaucoup moindre sur les options que sur les actions sous-jacentes. Et donc, il est préférable de plutôt essayer de mettre des prix pour essayer d'obtenir le prix du marché qu'on voudrait avoir. Donc, dans ce cas-ci,
on a un marché 61 à 82, donc il y a un acheteur à 61, il y a un vendeur à 82. Et donc, si vous voulez acheter, vous pouvez tenter à mi-marché, donc d'essayer d'obtenir les contrats, par exemple en payant 70 cents. Mais si vous voulez absolument les contrats, vous allez payer 82 cents. Et là, vous allez avoir une certaine quantité de contrats. Même chose, si vous voulez vendre les options, vous pouvez essayer de les offrir à 70 cents pour voir si l'acheteur ne serait pas tenté de payer 70 cents. Mais sinon, si vous voulez absolument les vendre, vous devez les vendre sur le cours acheteur, sur le bid, et donc pour obtenir une certaine quantité dans votre stratégie de vente. Donc ça, ici, c'est des options d'achat. Je ne fais pas le même exercice avec les options de vente, mais vous avez compris le concept, c'est-à-dire que si vous voulez acheter une option de vente, vous pouvez également inscrire un achat d'ouverture, si c'est une vente de fermeture ou si c'est une vente d'ouverture ou un achat de fermeture. Et donc, vous devrez indiquer tous les paramètres qui vont vous permettre justement de réaliser cette transaction-là au prix désiré pour votre transaction. Donc, on en arrive maintenant à l'exercice et l'assignation. Donc, il est possible que vous ayez, que votre contrat arrive à échéance et qu'il soit exercé, ou que vous ayez vendu des contrats dans une position courte et que le détenteur a exercé les contrats et tout d'un coup, le contrat a disparu dans votre compte. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à mes options et d'où viennent les actions qui sont rendues dans mon compte ou que j'ai vendues. Donc, la décision d'exercer, il ne faut pas oublier que ça appartient toujours au détenteur des contrats. C'est le détenteur qui décide d'exercer ou non son contrat. Donc, à l'échéance, l'exercice d'une option peut s'effectuer par choix ou automatiquement. Donc, il va s'effectuer automatiquement donc lorsque l'option a une valeur minimale d'1 cent par action. Donc, lorsque l'option a une valeur d'1 cent minimale par action, la Chambre de compensation, là, celle qui garantit les contrats, va exercer les contrats pour vous automatiquement. Et donc, si jamais vous ne vouliez pas l'exercer, vous devriez à ce moment-là communiquer avec votre courtier pour lui dire « Je ne veux pas exercer ce contrat-là parce que pour 1 cent ou 2, ça ne vaut pas la peine. Je veux pas acheter les actions pour différentes raisons ou je ne veux pas vendre mes actions pour différentes raisons. » Puis avant l'échéance, cependant, l'exercice de l'option, elle n'est pas automatique et il devrait être effectué par le détenteur. Et donc, une des raisons pour exercer un contrat avant l'échéance, parce que quand on exerce avant l'échéance, on met fin à la vie du contrat. Et donc, lorsqu'on met fin à la vie du contrat, ça veut dire que l'échéant, on a payé pour, par exemple, une option de 6 mois, et après 4 mois, je décide d'exercer, ça veut dire que j'ai payé 2 mois de trop pour mon option. Donc, j'ai payé ça en trop, et donc je vais perdre ce 2 mois-là. Ce 2 mois-là, eh bien, c'est une perte. Il n'y a personne qui veut perdre. Habituellement, on va laisser aller une perte pour obtenir un gain. Donc, c'est du donnant-donnant. En finance, il n'y a rien de gratuit. Donc, si je suis prêt à aller à perdre 2 mois de vie de mon option, il faut que ça soit compensé par autre chose, c'est-à-dire par un gain, un flux financier. Et c'est important, je vous rappelle qu'au départ, la différence entre détenir des actions et détenir un contrat d'option, quand je détiens un contrat d'option d'achat, je ne détiens pas les titres. Et lorsque le titre va verser un dividende, mais je n'aurai pas droit au dividende. Pour l'obtenir, il faudra que j'exerce. C'est la raison principale pour laquelle on pourrait exercer un contrat d'option d'achat avant l'échéance, c'est pour aller chercher ce dividende-là. Donc, voilà. Donc, lorsque le détenteur, donc celui qui a la position longue, décide d'exercer, eh bien, que se produit-il? Il y aura un avis d'assignation qui sera envoyé donc à la firme de courtage. Ici, je n'ai pas mis la firme de courtage ni la chambre de compensation, donc ni le courtier. Donc, vous décidez d'exercer, votre courtier va envoyer, va signaler à la chambre de compensation que vous voulez exercer et acheter les actions, par exemple, au prix de levée de 50 $. Puisque les actions se négocient à 52, c'est dans votre intérêt de les exercer, par exemple, si on est rendu à l'échéance. Et donc, vous allez payer, vous allez acheter les actions, vous allez envoyer 50 $ et donc la contrepartie éventuelle qui va recevoir cette assignation sera obligée de vous vendre les certificats, donc de vous distribuer, de transférer les certificats. Et donc, en échange de quoi, elle va recevoir le 50 $. Et donc, c'est le processus qui va être mis en place lors d'une assignation d'une option d'achat. Maintenant, pour l'option de vente, le détenteur va exercer son option de vente, mais là, c'est pour vendre des actions. Donc, ici, le titre est 52, le prix d'exercice est de 55, j'ai intérêt à vendre à 55 quand le prix est à 52, j'exerce, je vends mon option et je l'envoie, dans le fond, l'assignation, là, donc
le signataire, la position courte, va être obligé d'acheter mes actions et de me donner 55 $ par action que je vais encaisser à ce moment-là. Donc maintenant, comparons les profils de profits et pertes entre les options et les actions. Donc lorsque je détiens une option d'achat, je paye une prime. Et cette prime-là, bien, c'est le maximum de perte. Je ne peux pas perdre plus que la prime que j'ai payée. Donc, vous voyez qu'au-delà du prix d'exercice, quand le prix des actions va augmenter, eh bien, mon option va croître pratiquement 1 pour 1. Donc, ici, c'est le profil de mon option d'achat à l'échéance. C'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, c'est la différence entre le prix du titre et le prix d'exercice. Donc, on voit que mon option a un potentiel de profit illimité à la hausse et à la baisse, mais je ne peux pas perdre plus que la prime que j'ai payée. Donc, si le titre ferme en bas du prix d'exercice, donc à l'échéance, mon option va valoir 0. Et moi, donc, la perte va correspondre au prix que je vais avoir payé pour cette prime-là. Quand on détient une action, vous voyez que au prix d'achat, eh bien, je commence à faire des profits immédiatement lorsque le titre augmente et je fais des pertes. Eh bien, je peux perdre 100% de la valeur du titre. Donc, on voit que ma perte n'est pas limitée. En fait, elle est limitée à 0, mais elle n'est pas limitée entièrement. Donc, j'ai une perte potentielle. C'est la différence entre détenir une option d'achat et détenir un titre. Détenir l'option d'achat me donne un potentiel de profitabilité important et une perte limitée à la prime que j'aurai payée. Maintenant, pour l'option de vente me donne le droit de vendre des actions à un prix d'exercice. Donc, vous voyez, si le prix du titre baisse, eh bien, moi, je vais commencer à faire des profits. Je vais faire des profits parce que j'ai le droit de vendre mes actions au prix d'exercice ici. Donc, le prix de levée. Plus le titre va baisser, plus mon option va avoir de la valeur. Donc, prix de levée moins la prime que je vais avoir payée. Donc, mon profit potentiel, eh bien, ça va correspondre à cette différence-là. Donc, mon seuil de rentabilité, eh bien, c'est le prix de levée moins la prime payée ici. Donc là, j'ai un potentiel de profit lorsque le marché va baisser. Et ma perte, si le marché augmente, eh bien, elle est limitée à la prime que j'ai payée. Je ne peux pas perdre plus que ça. On va le comparer à la position courte, à la position à découvert, une vente à découvert sur les actions. Donc, si je n'expliquerai pas en détail ce que c'est que la vente à découvert, donc si vous faites des actions, vous devez être un peu familier avec ça. Je pourrais y revenir éventuellement dans différentes capsules que je pourrais faire sur une base hebdomadaire. Mais donc, lorsqu'on fait une vente à découvert, c'est qu'on fait d'abord la vente. On fait une vente sur les titres qu'on ne possède pas. Et ce qu'on veut, c'est les racheter à un prix inférieur plus tard. Donc, mon profit va venir de la baisse dans le prix du titre et on voit que je vais avoir un profit. Mais si le titre augmente, vous voyez que j'ai un potentiel de perte illimité parce que ce que j'ai vendu, supposons à 20 $, c'est rendu à 40 $, je vais perdre 20 $ en rachetant ce titre-là. Donc, j'ai une perte potentielle de 20 $ par action, donc sur cette vente-là. Donc, on voit que j'ai un potentiel de perte illimité à la hausse et donc, on va le comparer à mon option de vente qui me donne un potentiel de profit à la baisse, mais avec une perte limitée à la hausse. Donc, pourquoi certaines options ont plus de valeur que d'autres? Eh bien, ça a rapport à ce qu'on appelle le degré d'enjeu des options. C'est-à-dire qu'en fonction du prix d'exercice, vous voyez, regardez ici, on est au 12 février 2019, donc je n'ai pas refait le tableau puisque c'est à titre d'exemple seulement. Donc, on se place au 12 février 2019. J'ai une option qui vient à échéance le 17 mai 2019. Donc, je peux acheter des options d'achat à 68, à 70, 72, 74, 76. Donc, on voit que quand j'ai le droit de les acheter à 68, par rapport au prix du titre qui est de 73, eh bien, on voit que j'ai une option qui a de la valeur. Donc, entre 73 et 68, eh bien, j'ai une certaine valeur ici. Donc, j'ai 5 $ et 8 de valeur dans mon option. Et cette option-là vaut 6,20 $ ou 6,30 $ à peu près. Là. Donc, on voit qu'il y a une valeur supplémentaire à cette valeur de base qu'on appelle la valeur intrinsèque de l'option. Et on voit qu'à 70, mais encore, j'ai 3,08 $ de valeur. Donc, c'est ce qu'on appelle une option en jeu. En anglais, c'est in the money. C'est une option qui a de la valeur. Si on était à l'échéance, on exercerait cette option-là. Prix d'exercice 72, l'option d'achat a encore de la valeur aussi, 1,08 $. Elle est en jeu. Mais à 74, elle n'a plus de valeur comme telle.
Hein, tout ce qu'elle a, on n'a pas de valeur intrinsèque, donc tout ce qu'elle a, c'est une valeur, ce qu'on appelle la valeur temps de l'option, 2,29 à courir. C'est une option que si on était à l'échéance, elle vaudrait 0. On n'exercerait pas cette option-là. Et l'option à 60-76, bien sûr, également aussi, c'est une option qu'on n'exercerait pas si on était à l'échéance. C'est une option qu'on appelle hors-jeu. Donc, il y a une option, les options à parité, donc at the money, ce sont des options. Donc, si on avait une option 73 avec un prix d'exercice de 73, on dirait que ce serait l'option à parité. C'est une option avec un prix, le prix du titre et le prix d'exercice pratiquement identiques. On dit que c'est une option à parité ou at the money. Maintenant, pour les options de vente, c'est le même principe, sauf qu'on va regarder le prix de vente de l'option, c'est le prix d'exercice. Donc, on peut vendre à 76, alors que le titre est 73. J'ai de la valeur, donc je pourrais exercer mon option si on est à l'échéance. Une option en jeu, in the money. On peut vendre à 74, le titre est 73, ça a de la valeur. Je pourrais exercer cette option-là si j'étais à l'échéance. Une option en jeu. Mais à 72, 70 et 68, j'ai aucun intérêt à exercer cette option-là si je suis à l'échéance. Donc, on dit que c'est une option hors jeu. Et encore une fois, si on avait un prix de levée de 73 avec un prix du titre de 73, on dirait que cette option-là, elle est à parité. Donc, at the money pour ces options-là. Donc, je vous ai parlé de la prime d'option d'achat. Elle est divisée en deux parties. Donc, une prime, si le prix du titre est de 20 $ par exemple, et que le prix de levée est de 15 $, eh bien, si avec une prime d'option de 6,50 $, on voit que si le prix de levée est de 15 $, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la différence entre 20 et 15. On va obtenir 5 $ de valeur qu'on appelle la valeur intrinsèque de l'option. Et l'excédent de l'option, donc du 6,50 $, c'est ce qu'on appelle la valeur temps. C'est 1,50 $. Ça veut dire que ça, si le prix du titre ne bouge pas, si on fige le prix du titre dans le temps et on attend jusqu'à l'échéance, cette option-là va perdre 1,50 $ de valeur pour s'établir à 5 $. Donc, c'est le risque auquel on fait face lorsqu'on achète des options, c'est de voir cette valeur temps-là diminuer. Et cette valeur temps-là doit être compensée par ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. On doit aller chercher 1,50 $ de plus dans la valeur du titre pour compenser cette érosion de la valeur temps. Maintenant, pour l'option de vente, c'est identique. Donc ici, j'ai le prix du titre qui est de 20 $. Supposons que l'option de vente a un prix d'exercice de 25. Eh bien, je vais regarder. J'ai le droit de vendre à 25. Le prix du titre est de 20 $. Eh bien, j'ai 5 $ de valeur intrinsèque. Mon option vaut 5,95 $. Pas de problème. Cette différence entre 5,95 et 5 $, c'est aussi l'option, la valeur temps de l'option de 95 cents, qui elle aussi, si on fixe le prix du titre jusqu'à l'échéance, on va obtenir une valeur seulement de 5 $, donc on va perdre 95 cents d'ici l'échéance, et donc ça doit être compensé par une augmentation de la valeur intrinsèque, donc d'une baisse du prix du titre de 95 cents pour compenser cette valeur temps-là. Et cette valeur temps-là, mais cette érosion-là n'est pas linéaire. Vous voyez que ce n'est pas une ligne droite entre une option de 12 mois jusqu'à 0. Eh bien non, c'est une érosion qui est non linéaire, qui est logarithmique, c'est-à-dire que, et ça fait partie du modèle d'évaluation des options, qui a été démontré que ça suivait un modèle logarithmique exponentiel. Donc, on a cette érosion-là qui s'accroît. Donc, plus on s'approche de l'échéance, plus l'érosion est importante, mais elle n'est pas linéaire. Donc, on perd un peu moins de valeur, plus l'option a une échéance lointaine, et plus on s'approche de l'échéance, et bien plus ça va diminuer rapidement. Donc maintenant, passons à la partie des options, en action. Donc, quelques exemples d'utilisation des options. On ne verra pas tous les exemples dans ce webinaire, mais on va en voir quelques-uns. Donc, supposons que je n'ai pas assez de capital, par exemple. Donc, souvent, on va vouloir spéculer sur un titre. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein, donc, avec les options, j'étais très jeune. J'avais 18 ans à l'époque, quand la première fois que j'ai fait des transactions. Puis, j'en revenais pas que je pouvais mettre 50 cents, 1 $ par action pour essayer de doubler ou tripler mon argent. Donc, vous voyez que, eh bien, j'étais assez naïf. Eh bien, on a tous cette impulsion-là qu'on pense qu'on va réussir à doubler, à tripler notre argent de fois en fois, et on se voit déjà pratiquement millionnaire à force d'avoir du succès à le faire. Hein. Donc, on se rend compte, bien sûr, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais, donc, on n'a pas assez de capital, mais est-ce que ça nous empêche d'utiliser les options pour essayer quand même de faire un profit sur des titres, des valeurs sous-jacentes?
Donc, supposons que je n'ai pas assez de capital aujourd'hui, mais je prévois en avoir dans 2 mois. Ça, c'est différent parce que là, on n'est plus nécessairement dans la spéculation. C'est qu'on n'a pas le capital aujourd'hui, mais plus tard, on l'aura. Donc, il y a une obligation qui va venir à échéance, peu importe. Donc, dans 2 mois, on va avoir les fonds. Eh bien, aujourd'hui, je suis en mesure de fixer mon prix d'achat. Donc, en achetant une option d'achat maintenant, je peux être garanti de pouvoir acheter mes actions au cours actuel si les prix augmentent dans 2 mois. À ce moment-là, je vais exercer mon option, je vais acheter mes actions. Si les prix baissent, bien, je ne suis pas obligé d'exercer mon contrat. Je vais exercer seulement si c'est à mon avantage. Et donc, je pourrais acheter les actions à un prix plus bas, donc sans les exercer si jamais le prix des actions avait baissé. Et donc, ça, c'est bien important. Donc, prenons un exemple sur le titre BCE. Donc, ici, on est le 15 février 2019. On a une option qui vient à échéance le 18 avril 2019. Donc, le prix d'exercice de 58 alors que le titre se négocie à 57. Donc, j'aimerais pouvoir acheter les actions à 58, donc fixer un prix d'achat tout de suite au cas où le prix des actions augmenterait en haut de 58. Donc, si j'achète ces options-là, je vais payer 58 cents ici. Donc, c'est un hasard qu'on a 58 et 58 cents. Donc, je vais payer 58 cents par action. Donc, cette option d'achat va me donner le droit d'acheter 100 actions de BCE à un prix de 58 $ jusqu'à l'échéance du 18 avril 2019. Et pour obtenir ce droit, je vais payer une prime de 58 cents par action, c'est-à-dire un total de 58 $ par contrat. Et donc, si le prix du titre augmente au-delà de 58, je suis garanti de pouvoir les acheter à 58. Si elle baisse en bas de 58 ou elle se maintienne en bas de 57, en bas de 58, j'aurai tout simplement qu'à aller les acheter sur le marché au prix à ce moment-là. Mais ça me donne cette garantie de pouvoir au moins les acheter à 58. Donc, c'est une des façons d'utiliser les options. Mais je peux les utiliser pour spéculer également. Si jamais le titre augmente à 60, à 65, bien, on voit bien que la valeur de mon option va augmenter. Donc, ça pourrait valoir 2 $, même 7 $ si jamais on atteignait 65 à l'échéance. La deuxième façon d'utiliser, donc le deuxième scénario qu'on pourrait utiliser les options, donc ça, ce sera l'option, l'achat d'options de vente, eh bien, ce serait comme assurance contre une baisse. Bien, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faut faire attention puisqu'il y a un coût associé à la protection. Et donc, ce coût-là vient nous enlever du rendement. Donc, il faut le faire de manière ponctuelle. Donc, Suzanne détient des actions sur le titre BCE, craint une légère baisse au cours des prochains mois. Donc, on est craintif. On est craintif de voir la valeur de cette option-là, de ce titre-là baisser. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va acheter des options de vente maintenant afin de s'assurer de pouvoir vendre les actions au prix actuel. Donc, si jamais le cours des actions baisse en bas du prix d'exercice à l'échéance. Donc, en cas de hausse, bien voilà aussi, c'est une protection, mais je ne suis pas obligé d'exercer mon option. En cas de hausse, eh bien, je pourrais revendre mes actions à un prix plus élevé si jamais on le souhaitait. Donc, allons voir un petit exemple. Donc, on est toujours le 15 février. BCE se négocie à 57,33. Supposons que je veuille fixer un prix de vente à 56, donc un prix plancher. Je pourrais accepter une certaine baisse, mais à 56 et moins, je me dis non, je veux liquider ma position, je veux avoir une assurance de pouvoir les vendre à 56. Ici, ça va me coûter 82 cents par action, c'est-à-dire 82 $ par contrat pour pouvoir me protéger. Donc, ça me donne le droit, donc en achetant ces options-là, de vendre 100 actions BCE à un prix de 56 $ jusqu'à l'échéance du 18 avril 2019. Donc, si le prix baisse à 50 $, vous voyez que, eh bien, bravo, je peux les vendre à 56 toujours, et donc ça m'a coûté 82 cents, bien sûr, pour les vendre. Mais si le prix du titre augmente à 60 $, 65, bien, vous voyez que j'ai encore le potentiel, je détiens toujours les titres. Et donc, je vais pouvoir tirer avantage de la hausse du prix des actions. Donc, ici, on a vu nos deux scénarios de protection. Dans un cas, pour protéger un prix d'achat et dans l'autre, pour protéger un prix de vente. Donc, ce qui nous amène à la conclusion, donc à la fin de ce webinaire qui nous donne les notions de base qui vont nous permettre de comprendre ce que sont les options et bien sûr d'aller un petit peu plus loin lorsqu'on va parler dans le deuxième et le troisième webinaire, de comprendre un peu de quoi il en retourne dans ces webinaires-là. Donc, en guise de conclusion, l'option, une option, c'est un droit et non une obligation. Ça nous donne le droit d'acheter ou de vendre lorsque je détiens le contrat.
des actions à un prix convenu pendant une période donnée. Lorsque j'ai vendu le contrat, eh bien, j'ai une obligation à ce moment-là, l'obligation inverse donc, de celle du détenteur. Donc, si le détenteur a le droit d'acheter les actions, comme vendeur du contrat, je vais avoir l'obligation de vendre les actions. Le détenteur du contrat d'option d'achat a le droit de les acheter. Il va forcer, je vais être obligé de vendre les actions puisqu'il a le droit de les acheter. Maintenant, l'option de vente. Si je vends une option de vente, j'ai le droit inverse à celui du détenteur. Le détenteur a le droit de vendre les actions. Donc, il va imposer la vente et c'est le vendeur qui va être obligé d'acheter les actions à ce moment-là. Donc, c'est une obligation inverse du droit du détenteur. On peut négocier les options comme on le fait pour les actions. On peut les acheter, on peut les revendre en tout temps. On peut aussi les exercer. Donc, on va voir ça dans un des points qui vont suivre. Donc, quand j'achète des options, j'ai un potentiel de profit important, comme on a pu le voir. Donc, illimité à la hausse lorsque je détiens un cadre. Et bien sûr, j'ai un bon potentiel de perte à la baisse, c'est-à-dire de profit quand le prix baisse sur mon option de vente, mais limité. Le titre ne peut pas baisser en bas de 0, donc il y a quand même une certaine limite, mais c'est un profit potentiel important dans les deux cas quand je détiens les options. Mais quand je vends des options, eh bien, j'ai le profil de profitabilité inverse, c'est-à-dire quand le détenteur a un profit illimité sur une option d'achat, bien le vendeur, lui, a une perte potentielle illimitée. Il y a toute cette perte potentielle-là. À la baisse, le détenteur a une perte limitée à la détention, à la prime payée. Le vendeur, lui, eh bien, c'est son profit. Il est limité à la prime qu'il aura reçue. Donc, le vendeur d'une option, son profit maximum est toujours limité à la prime qu'il aura encaissée. Et son potentiel de perte, il est important, puisqu'il est l'inverse du profit du détenteur. Maintenant, les options peuvent être exercées en tout temps. Donc, avant l'échéance et par choix. Donc, on va décider d'exercer nos options avant l'échéance. Ça sera un choix. On va exercer nos options d'achat, principalement pour aller chercher un dividende. Sinon, sans entrer dans les détails, il ne vaut pas la peine d'exercer. On est mieux de revendre nos options plutôt que de les exercer avant l'échéance quand on détient une option d'achat. Donc, à l'échéance, on peut décider aussi de l'exercer, mais habituellement, ça va se faire automatiquement. Si on ne veut pas que l'exercice automatique se fasse, il faut aviser notre courtier de cette situation-là, qu'on ne veut pas les exercer. Ça nous sert à gérer les risques, à investir et à générer des revenus supplémentaires, les options. Donc, pour en savoir plus sur les options, écoutez, bien sûr, en plus du site lesoptions.com où je vais vous offrir des formations, j'aimerais remercier la Bourse de Montréal d'être un partenaire important donc du site lesoptions.com. La Bourse de Montréal vous offre des outils d'apprentissage en ligne que vous pouvez consulter. Donc, plusieurs outils, des blogs sur lesquels j'ai le plaisir de contribuer, des vidéos, des webinaires, guides de négociation, stratégie, des outils, calculateurs d'options, des outils de recherche pour options d'achat couvertes, le simulateur de négociation d'options dont je vous ai parlé, la plateforme OptionsPlay qui vous permet d'obtenir de l'information sur des titres, sur des stratégies, il y a aussi de la formation et plusieurs autres volets importants en termes éducatifs. Donc, le site de la Bourse de Montréal, je les remercie et je vous invite à le consulter. Il y a aussi Desjardins aussi qui est un partenaire important aussi pour lequel plusieurs d'entre vous avaient suivi des formations auxquelles j'ai eu le plaisir de contribuer avec la Bourse de Montréal. Desjardins en ligne, je vous invite également à aller visiter le site de Desjardins Courtage en ligne pour obtenir plus d'informations sur des calendriers qui vous sont proposés et sur des formations en ligne. Donc, notre prochain événement, c'est la semaine prochaine, le 29, où on va parler des principes de base, donc la négociation des options. Quels sont les principes de base qui sera suivi du 6 mai, l'importance d'identifier l'état du marché. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de la gestion d'un portefeuille d'options, qui est le programme que j'ai qui va commencer le 1er juin prochain. C'est un programme qui comprend en fait, qui répond à la philosophie du site Les Options, c'est-à-dire apprendre, comprendre, pratiquer et appliquer. Donc, ce programme-là va vous amener à mettre en place un portefeuille d'options. Pour ceux qui
qui sont craintifs un peu, qui aimeraient y aller tranquillement avant d'utiliser les options, bien ce programme va vraiment vous permettre de le faire, là. Donc, c'est un programme de 6 mois. Donc, du 1er juin au 31 décembre, vous avez une formation complète en options, mise en place d'un plan de négociation, vous apprenez comment construire un portefeuille d'options et à effectuer de manière autonome vos propres transactions d'options. Débute le 1er juin 2021. Va se dérouler en 3 phases. Donc, cette série que nous voyons présentement, elle est incluse. C'est la première partie de ce programme-là. Donc, série de négociation des options qui va se retrouver dans ce programme. Et ensuite, il y aura une introduction à la négociation d'options, un programme complet de 18 heures. Et ensuite, on va passer 9 heures avec des webinaires en direct à partir du mois de septembre. Sur la construction d'un portefeuille d'options. Et il y aura des interactions, bien sûr, régulières, constantes. Je suis en train de mettre en place une plateforme de communication pour nous permettre aussi de faire des échanges autres que par le biais de webinaires ou de réunions Zoom. Donc, tout ça va être mis en place pour vous. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, vous aurez accès au matériel sur une période de 6 mois, les PDF, les vidéos, le soutien pédagogique. Et donc, le prix de cette formation de 6 mois total, c'est de 499 plus taxes. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir davantage, eh bien, vous pourrez aller sur le site lesoptions.com pour en savoir davantage et pour vous inscrire également. Donc, sur ce, écoutez, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Maintenant, on va répondre à vos questions si vous en avez. Donc, merci d'avoir été avec nous dans le cadre de cette formation sur les options, la série négociation des options avec la Bourse de Montréal. Et maintenant, ce que je peux faire, je vais libérer votre micro. Voilà, je pense que oui. Donc, vous avez une question? Oui, bonjour Richard. Oui. Je voulais savoir, au niveau de la liquidité des options, est-ce que c'est possible à la fin que je reste pris que personne veuille l'acheter ou... Oui, très bien. Donc, je vais répondre à cette question-là. Lorsqu'on achète, lorsqu'on a une position d'option, qu'on arrive près de l'échéance, il est important il va y avoir de moins en moins de liquidité, plus on va arriver à l'échéance. Hein. Donc, il ne faut pas oublier, là, c'est le jeu c'est le chat et la souris, hein, donc entre les différents intervenants sur le marché. Donc, si on arrive à quelques minutes de l'échéance, eh bien, c'est celui qui est le plus patient qui va gagner entre vous. Donc, il est important de commencer à prévoir un plan de sortie de notre position et de rouler nos positions éventuellement si jamais on veut maintenir une position au-delà de l'échéance. Mais à ce moment-là, il faudra revendre notre position et ouvrir une position avec une échéance plus lointaine. Et donc, il ne faut pas oublier que la valeur temps de l'option, elle disparaît plus on approche de l'échéance. Et ensuite, le prix de l'option va bouger en fonction du prix du titre. Et donc, il va y avoir des fluctuations beaucoup plus importantes dans les prix d'options que lorsqu'il reste encore 1 mois ou 2 mois à courir sur les options. Donc, ici, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, j'aimerais être un peu plus précis. Oui. Par exemple, mon option arrive à échéance, je suis in the money, mais je m'en suis pas occupé. Ah oui. Puis, est-ce qu'il y a personne, quelqu'un va l'acheter? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bon, si vous ne vous en occupez pas, ce qui va arriver, c'est que, rendu à l'échéance, il y aura un exercice automatique qui va se faire. Donc, la Chambre de compensation va l'exercer. Et là, c'est pour ça que votre courtier, souvent, ils ont des politiques de gestion des positions quand on arrive près de l'échéance. Vous allez voir de plus en plus, on exige que vous liquidiez vos positions si vous n'avez pas les fonds nécessaires, par exemple, pour acheter la valeur sous-jacente, les actions sous-jacentes, parce que la firme de courtage sait très bien qu'il y aura un exercice automatique et vous serez forcé d'acheter les actions. Si vous n'avez pas la somme nécessaire pour acheter les actions, vous allez voir que la firme de courtage va communiquer avec vous. Et donc, dépendamment de chacune des firmes de courtage, on peut même vous imposer de liquider la position avant même l'échéance, des fois une journée avant.
Donc ici, j'ai une question ici. Pourquoi vaut mieux attendre l'échéance pour fermer une position? Non, vous ne devez pas attendre l'échéance ici. Donc, vous pouvez fermer votre position en tout temps. Donc, si vous voulez, peut-être que vous voulez dire fermer la position, vous voulez peut-être dire exercer l'échéance, le contrat. C'est que à l'échéance, il n'y a plus de valeur temps. Donc, vous arrivez à l'échéance, le contrat est terminé, vous exercez, vous obtenez les actions, vous achetez les actions. Mais si, supposons qu'il reste 2-3 semaines à courir et que vous exercez, vous mettez fin à la vie du contrat, mais il reste encore un peu de valeur temps à l'option, l'excédent de la valeur intrinsèque. Et ça, vous ne l'aurez pas si vous exercez. Vous êtes mieux de revendre votre option. Donc, tout à l'heure, on avait le prix de l'option qui valait 6,50 $. On avait la valeur intrinsèque qui était de 5 $. Si j'exerce mon option, tout ce que je vais avoir, c'est la différence entre le prix de levée et le prix du titre, 5 $. Alors que si je revends mon option, je vais obtenir 6,50 $. C'est pour ça qu'il est préférable de revendre notre option avant l'échéance. Quand on est avant l'échéance, c'est mieux de la revendre plutôt que d'exercer. Si jamais il y avait un dividende qui était versé, un dividende de 3 $, supposons. Alors là, ça, c'est différent. Parce que là, si votre option, vous allez perdre 1,50 $ de valeur temps, mais vous allez aller chercher 3 $. Et là, ça vaut la peine d'échanger 1,50 $ contre 3. Vous allez perdre votre 1,50 $, mais vous allez aller chercher 3 $. Et là, ça vaudrait la peine d'exercer avant l'échéance. C'est pour ça que j'ai mentionné que la seule raison, là, valable comme telle, là, donc sauf exception, c'est d'exercer pour aller chercher un dividende qui devrait compenser largement pour la perte de la valeur temps. Si ce n'est pas le cas, vous n'exercez pas. Donc, une question, est-ce que nous verrons dans cette série de webinaires comment évaluer et choisir un sous-jacent? Donc, choisir entre un call et un put et évaluer à quel moment il serait efficace de le vendre ou de l'acheter. Donc, dans la série de webinaires, dans les 3 webinaires, je ne vous définis pas une approche, comment choisir un titre comme tel. J'ai un programme qui sera mis en place éventuellement sur la sélection de titres, mais ici, ça ne sera pas un programme sur les options, mais plutôt sur la négociation sur titres à fort momentum, donc juste les actions comme telles. J'ai un programme que je suis en train de mettre en place, que je vais rendre disponible, qui va vous permettre de définir, de choisir des titres qui ont certaines caractéristiques, donc dans le cadre des webinaires ou du programme de formation comme tel, je ne définis pas nécessairement comment choisir des titres, puisque chacun a son approche. Ici, ce que j'essaie de faire dans le programme que je mets en place, c'est de vous aider à vous définir, vous, une approche. Donc, vous avez déjà une approche pour choisir vos titres et donc à coller des stratégies qui vont correspondre à vos choix. Je n'essaie pas de vous implanter ou imposer une approche comme telle. Pour ça, il y a un programme, encore une fois, qui sera mis en place, mais qui est très limité en termes qui vient, dans le fond, sur lequel j'ai défini une certaine approche, une certaine vision de la gestion d'un portefeuille, je vous dirais type, comme tel. Mais je travaille sur ce programme-là pour le mettre éventuellement en place. Donc, je vous tiendrai au courant pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc ici, je ne vois pas d'autres questions comme telles. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute manière, ce que je vous propose de faire, bien sûr, puisque vous êtes inscrit dans cette série-là, bien, c'est de communiquer donc avec moi par courriel. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, comme je l'ai mentionné, j'en suis en train de travailler sur un module de communication que je pourrais intégrer à l'intérieur même de ce cours-là. Ça serait bien qu'on puisse échanger et voir les questions que tout le monde a et qu'on puisse ensuite s'y référer éventuellement. Donc, bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à ces webinaires. C'est très, très encourageant de voir le dynamisme de vous tous lorsque que je vous rencontre ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés dans des ateliers, dans des séminaires, avec les différentes institutions financières auxquelles j'ai eu le plaisir de participer.
mais à chaque fois, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez jamais à venir me voir pour me parler et échanger dans ces contextes-là. Et n'hésitez pas non plus à communiquer avec moi par le biais des courriels. Donc, sur ce, bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se reparle et on se revoit la semaine prochaine. Et ne manquez pas, donc, si vous voulez revisionner cette vidéo, bien, elle sera archivée dans donc sur le site du cours. Et donc, je vais le faire dans les prochaines heures. Ça sera fait probablement demain ou en fin de semaine. Donc, sur ce, bien, je vous souhaite bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Merci.